Du coup, bienvenue. Ça me fait plaisir de commencer sur un petit fail comme ça. Euh, en fait, j'ai une petite question avant qu'on commence. En fait, qui a déjà écrit des classes en fait ici? D'accord. Donc, PowerShell ou aussi d'autres langages? C Sharp, ouais, d'accord. Donc toi, ça va être trop facile pour toi, je pense. Et donc toi, de les abandonner? Ah, d'accord. Ouais, ok. Ouais, ouais. Ouais, mais c'est bien parce que c'est les thèmes là, je vais les aborder. Et donc voilà. Donc ouais, en fait, tu sais quoi, je vais le faire sans. Mais ouais, ouais. Écoute. Ou c'est bon, elle est connectée? Ouais, elle est connectée. Ouais, 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 merci. Donc ouais, voilà. Merci à Synergy d'avoir préparé, enfin organisé cet événement. Il y en a peu en fait dans la communauté francophone. Donc je pense que c'est aussi un peu de notre intérêt général de promouvoir un peu aussi ce type d'événement, pour en parler autour de nous, pour sensibiliser justement les gens à ce type d'événement, pour que justement ça puisse se reproduire aussi en fait, hein, parce qu'en gros, s'il n'y a pas beaucoup de monde, du coup, ça s'arrête là. Donc voilà, donc moi, je suis qui? Donc je suis Stéphane Van Gulik, j'ai été MVP PowerShell pendant 8 ans. Après, j'ai eu un deuxième enfant et là, j'avais plus le temps de faire quoi que ce soit. Et donc voilà, et donc là maintenant moi tout doucement, voilà, mon dernier enfant il a maintenant 5 ans et donc ça va, c'est plus gérable. J'ai de nouveau un peu de temps le soir, je suis moins fatigué et donc du coup je me réintéresse un peu à ces trucs-là et donc je veux me réinvestir un peu dans la communauté. Enfin autant. Enfin, j'ai toujours fait des trucs un peu à part, mais j'ai arrêté de les communiquer, donc arrêté un peu d'avoir une présence visuelle sur Internet. Et là, je vais revenir. C'est un peu ma stratégie, on va dire. Donc voilà, donc je suis aussi formateur. Je fais de l'automatisation principalement, donc PowerShell, Pester, DevOps, CI/CD, tous ces trucs. Et accessoirement, je suis également ingénieur DevOps en fait dans une petite boîte de télécom qui s'appelle Swisscom. Voilà. Et donc pour l'info, nous on cherche des talents, hein. Donc vraiment plein de talents. Donc si vous savez automatiser et que vous cherchez de nouveaux challenges, faites-moi savoir, on peut en discuter après. Donc ouais, donc la petite vue d'ensemble, finalement, on va faire l'introduction, l'historique des objets au sein de PowerShell. On va aussi voir les limites qu'il y avait justement avec les, les objets qu'on va pouvoir créer pré-classe, on va dire. Je vais passer vraiment un gros, un gros chunk, une grosse partie en fait sur l'introduction à la programmation orientée objet, euh, avec des exemples vraiment liés à PowerShell et puis aussi beaucoup de vocabulaire. Ce que j'ai oublié de mettre là aussi là-dedans, c'est que par après, on va aussi voir les outils euh, qui sont à notre disposition pour écrire des classes et au final, quels sont les avantages à utiliser des classes, quoi. Donc, euh, donc finalement, donc pour les personnes qui n'ont pas levé les bras en fait avant, donc vous utilisez pas du tout les classes. Ouais, toi aussi, ouais. Ouais, c'est ça. Ok. Et donc pour vous, non. Donc bruit d'intérêt, c'est ça. Ok, d'accord. Voilà. Non, c'est ça. Mais on est d'accord. Et donc en principe, je vais pouvoir te montrer pourquoi une classe ça peut être plus intéressant qu'un PS Custom Object. Euh, Donc ouais, donc la programmation orientée objet. Donc en fait, pourquoi c'est important? Donc en fait, donc OOP, la programmation orientée, enfin Object Oriented Programming, c'est le diminutif. C'est pas juste un concept technique, c'est vraiment toute une philosophie qu'il y a derrière, hein. Mais en fait, il y a des piliers en fait qui existent. Les 4 piliers de la programmation orientée objet, c'est l'abstraction, le polymorphisme, l'encapsulation. Et bon, il y en a 4, 3, mais pour moi, ces 3-là, c'est les plus importants. Et en fait, dans l'OOP, en fait, les gens, ils sont venus justement avec ces règles. Et en respectant ces 3 trucs, polymorphisme, encapsulation
l'abstraction, on va pouvoir se faciliter la vie. Alors, effectivement, il y en a plein, ils vont dire « Ouais, mais pourquoi tu écris du code si compliqué ?» Et en fait, finalement, ce n'est pas plus compliqué parce que plus tard dans ton chemin de programmation, de programmeur, je veux dire, tu vas voir que tu vas beaucoup en bénéficier, pas de souci. Et donc, ouais, donc en fait, je parle aussi des règles solides. Donc, finalement, je ne l'ai pas mis dans le slide. Je peux aussi en parler un petit peu à la fin, mais ce ne sera pas vraiment partie des slides. Donc, finalement, qu'est-ce qu'un objet, en fait, dans PowerShell, hein? Donc, un objet dans PowerShell, c'est tout. Hein. En vrai, PowerShell, comparé, par exemple, à du Shell Bash, où là, c'est du texte, chez nous, on a vraiment des objets partout. Tout simplement, on utilise des objets partout et on utilise des instances d'objets. Donc, hein, il y a aussi un peu de vocabulaire que je vais vous transmettre parce que avec les classes, en fait, il y a aussi tout un terme de vocabulaire, tout un tas de vocabulaire qui vient, qui peuvent être difficiles, surtout si on commence et surtout si on n'a pas le background d'un développeur. En fait, l'objectif de ce talk, c'est aussi de clarifier ces points-là. Donc, on utilise des classes depuis toujours. Donc là, on voit que quand on met justement serveur 1, 2, 3 dans cette variable, hein, si on fait un getMember dessus, on voit ici que le type name, là, c'est string. Donc, en fait, on a créé une instance de string. String, c'est une chaîne de caractères. Donc, même sans le savoir, on a utilisé une instance d'une classe, mais bon, c'est une classe C#, en l'occurrence. Voilà, système type string. Donc, si on regarde un peu à comment les objets étaient créés jadis, j'ai envie de dire, donc pré-PowerShell 5, parce que donc les classes, ils sont arrivés avec PowerShell 5. Justement, il y a des custom objets, et en fait, il y a plusieurs manières de les créer. Il y en avait j'en énumère que 2, donc là, on voit... ça, c'est vraiment le plus ancien. Hein, c'était sur PowerShell V2, en fait, je crois, où tu crées un objet, tu lui fais un add member, tu vois, tu peux lui. Donc là, on rajoute juste des propriétés. Et après, là, tu peux l'afficher. Après, je crois qu'avec PowerShell 3, il y a eu le PS Custom Object. Moi, j'aime bien les écrire comme ça, souvent. Tu crées un hash, tu rajoutes juste les propriétés comme ça. Je trouve que c'est super visible. Et après, soit tu peux créer l'objet de cette manière-là, ou alors de cette manière-là. Donc moi, ça dépend de l'humeur dans laquelle je suis. Soit celui-là, soit celui-là. Vraiment, j'ai pas vraiment de règles précises. Mais ce que je fais toujours, c'est le hash. Là, ça, je trouve ça vraiment très pratique. Parce qu'aaprès, tu peux juste le caster là au piece object ou alors à la propriété. Et voilà. Et je trouve que c'est très visible. Non, ça, c'est pas du splatting. Le splatting, ça serait avec un at. Tu vois, tu aurais un arrobase là, tu vois. Et en fait, là, c'est vraiment, ça, c'est du casting. Tu castes, tu vois, tu vas forcer le type de ce truc, de la variable h, au type, tu vois, c'est comme si tu avais genre 2 écrits normal et tu mets string devant et il va te convertir, tu vois, le 2 en string. Juste au niveau du hash, la computer name, etc., on peut typer les propriétés ou pas quand on... Parce que la computer name, ça pourrait être entier. Ouais. Alors, je pense pas que tu peux le savoir et c'est justement un des problèmes qu'on va avoir, tu vois, qui se pose. Donc, ouais, donc là, en fait, on voit quand on le sort là, ou même le hash là, finalement, ces 3 méthodes là, ça retourne la même chose. C'est un objet custom de type, en fait, PS Custom Object. Et donc, ouais, j'ai pas de slide pour le truc. Ah, ouais, bon, là, je vous ai spoil. Je voulais poser la question. Ça va être quoi le résultat? Alors, ah non, même pas. Non, c'est pas du tout ça. Donc, vous allez me dire, mais on a déjà les fonctions, pourquoi on a besoin de classes, hein? Donc, effectivement, on va un peu creuser ce schéma-là. Donc là, on va voir, j'ai vraiment un truc tout simple. First name, last name, age. Un truc bidon, hein, donc genre, en gros, on va se dire que on veut avoir un objet utilisateur qu'on va pouvoir utiliser potentiellement plus loin en dessous dans notre code à différents endroits. Donc là, on voit que je crée un PS Custom Object avec last name, first name, full name, hein, et l'âge. Donc, en gros, je vais avoir un objet avec ces 4 propriétés. Mais dans cette configuration, si je fais là, qui peut me dire là ce qu'on va avoir comme retour?
Là, si je tape ça, tu presses entrée, maintenant, qu'est-ce que tu vas avoir? Ouais. Tu as 4 propriétés qui sont donc les 3 paramètres que tu donnes, le first name, last name, age, et le full name, c'est l'équivalent des 3 premiers caractères du last name et du premier caractère du first name. Ouais. Et donc là, ça va marcher normal. Mais donc, regarde là, le problème, tu vois, c'est que l'âge, tu vois, j'ai Gulick, quoi. Ça fait Gulick année que je vis. Voilà, c'est ça, tu vois. Donc en fait, il y a eu un décalage. Et en fait, au final, la fonction, elle n'a pas échoué. Il l'a quand même accepté, tu vois. Donc ça a marché. Au final, il n'y a pas eu d'erreur. Mais donc, imagine que ça, après, derrière, tu fais une migration, exchange, je sais pas quoi, tu vois. Et parce que finalement, et donc ça, quand je préparais la présentation, je me dis, tiens, c'est bon, je vais le faire comme ça. Et en fait, j'ai réalisé, c'était même pas fait exprès, quoi, que Von et Gulick, normalement, ça devrait être dans un paramètre, quoi, par exemple. Et donc, comment on peut potentiellement corriger ça? Avec donc les cotes. Mais les cotes, ça va être alors à l'utilisateur, au consommateur de. Non, parce qu'au final, si on fait un get user info, on aura peut-être une liste get user info pour chaque élément dans un Ouais, mais complexe, on aura le nom, le sera. ouais, mais donc du coup, donc toi qui as écrit cette fonction, toi tu sais comment le faire. Mais donc ton collègue du bureau d'à côté, en fait, lui, tu sais, bah si tu l'as pas précisé dans le truc, tu sais, il faut mettre les côtes. Ou alors un jour il l'a oublié, ou justement il y a un script qui, justement, tu sais, il y a peut-être, tu sais, Fonder quelque chose, tu sais, il a peut-être trois trucs dans son nom. Donc les, ouais, mais là c'est toujours l'utilisateur qui doit le faire, tu vois. Précise avec enfin, tu fais get user info, tiré, et il te propose le first name, last name, age, enfin les paramètres. Ouais, ok, mais ouais, Avec mandatory. Mais c'est toujours ouais, vas-y. Voilà, c'est bien, c'est ce que je voulais entendre. Voilà, tu vois, typer les trucs. Tu vois, aujourd'hui, là, ils sont pas typés. String, enfin, il n'y a pas de string, il n'y a rien. Donc, potentiellement, tu peux mettre ce que tu veux dedans. Et donc, c'est ça, c'est le type. Et donc, ça va être important. Et donc là, vous voyez, first name, last name, age. Et donc là, si je rappelle le truc de la même manière, il va se passer quoi? Voilà, c'est bien ça, c'est exactement ça. Tu vois? Et donc, du coup, il va pas. Non, mais c'est important parce que, tu sais, si ça, c'est dans un script de migration. Donc, moi, j'ai entendu un truc comme ça. Quand je travaillais à Paris, il y a eu une migration Exchange. Et en fait, le script, il y a eu une erreur qui n'était pas catchée et il a continué. Et ils ont abîmé, je ne sais pas combien de boîtes mail, tu vois, d'un grand fabricant de luxe là et tout. Ouais, donc tout le monde a dû bosser le week-end, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que ce que tu veux, c'est qu'il faut que ça s'arrête. Tu vois, si ça correspond pas, il faut que ça s'arrête. Donc là, on a un système de sécurité, on va dire, natif dans le truc. Et donc, tu délègues pas un peu le truc à ton collègue ou à l'utilisateur. C'est toi, tu en prends la responsabilité. Je sais ce que je veux et c'est ce que je vais demander. Et si on me le donne pas, ça s'arrête, tu vois. Donc, on sait ce qu'on va avoir. Et donc là, mais donc finalement, c'est ce que je disais, cet objet-là, qu'on a là, pièce custom object, finalement, qui ressemble à ça. Donc, on va dire que là, c'est très simple, juste pour avoir un exemple concret et facile à comprendre. Mais on peut imaginer que ça, c'est quelque chose pour créer des. Tu sais, quand il y a quelqu'un qui join l'entreprise, on veut créer son share sur le réseau, sa boîte mail, des trucs dans Azure, etc., etc. Donc, on veut le réutiliser à plusieurs endroits. Et donc, tu vois, là, par exemple, new user folder. Et donc, tu vois, on va partir du principe, on va dire, OK, je vais lui faire une variable input, tu vois. Et alors, du coup, je vais faire input, tu vois, input first name, last name, full path. Tu vois, là, je calcule le full path. Et tu vois, je pars du principe que first name et last name, c'est les propriétés qu'il y avait dans l'objet d'avant. Et puis là, la même chose. New AD standard user, tu vois. Input.first name, input.last name. Mais quel est le problème avec ça, en fait?
ou la même new add a user, finalement, il va y avoir un mec, voilà, il va avoir des droits d'admin, tu vois, hop. Bon, c'est un vrai iTosk, mais c'est vraiment pour avoir le concept simple. Input first name, input last name, tu vois. Et au final, c'est toujours le même objet de la campasse pour faciliter. Hein. Quel va être le problème avec ça? Si on donne input, toujours la fonction, on ne sait pas ce qu'elle peut avoir. Elle peut avoir des champignons. Ouais, tu peux mettre ce que tu veux. Et en fait, là, on pourrait le typer potentiellement avec quoi? Avec PS Custom Object ou Object. Mais tout, c'est ce qu'on a dit, tout est un objet. Donc au final, tu peux donner ce que tu veux. Le truc, il cassera pas. Donc effectivement, après, tu peux faire new admin user et tu peux faire moins first name, moins last name et tout. Et tu peux construire tout ça. Oui, il n'y a pas de problème. Ça marche et tout le monde fait ça. Sauf que les limites avec ça, c'est-à-dire que si demain, maintenant, full name, il est autre, tu vois, il va falloir que tu le modifies là-dedans, là-dedans, là-haut, tu vois. Et en fait, il n'y a pas de problème, tu peux le faire, tu vois. Peut-être que tu seras un peu en retard pour le repas de midi, tu vois, mais ça marche, tu vois, il n'y a pas de problème. Et donc moi, perso, j'ai écrit des scripts comme ça tout le temps, et tout le monde le fait, et donc il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est que ça scale mal, et tu vas vite avoir des problèmes. Et donc, tout ça, donc tu vois, avec les fonctions, il y a des règles, mais c'est des petites règles, tu vois, et elles sont limitées, tu vois. Et donc, avec les fonctions, on a donc de la flexibilité. Hein. Effectivement, on peut faire ce qu'on veut, faire des custom objects, tu vois, Jeff Snoover, il disait que c'était comme une AK-47, c'est un truc que tu peux jeter dans le sable, paf, ça va toujours marcher, mais tu vas manquer de précision. Avec C#, tu vas vraiment avoir beaucoup de précision, mais beaucoup moins de flexibilité. Hein. Mais par contre, justement, on a de l'imprédictibilité, finalement, avec les fonctions, parce que potentiellement, ça va se casser, et quand tu vas mettre le truc en production, tu vas pas le savoir. C'est exactement ça. C'est le tout premier exemple, c'était ça. Tu vois, il a quand même créé l'objet. Il n'y avait pas eu d'erreur, tu sais, avec l'âge Gulick. Tu vois, c'est exactement ça. Bon, c'est un cas simplissime, mais c'est pour montrer. Et donc justement, les classes, elles vont apporter donc de la prédictibilité qu'on n'a pas vraiment avec le truc. Et au final, on va pouvoir avoir confiance dans nos objets. Trust. Et donc, je vais vous montrer ça. Donc, comment? Eh ben, avec tout un tas de règles. Tu vois, il y a vraiment beaucoup de règles à connaître en fait dans les classes. Et c'est ce que je vais essayer de vous transmettre. Et donc, voilà, je suis désolé pour ceux qui connaissent déjà un petit peu. On va partir vraiment de très très bas. Je pense que ça peut être intéressant pour ceux qui connaissent vraiment pas ou peu. Et donc voilà. Donc les classes, c'est quoi? Donc un peu de vocabulaire et de concepts de base. Donc une classe, c'est un plan pour un objet. Donc un blueprint. Un plan, finalement, ça va ressembler à ça. Par exemple, je vais prendre schématiquement une maison. Tu vois, tu vas avoir un plan d'une maison et tu vas pouvoir construire ta maison basée sur ce plan, et après tu vas avoir cette jolie maison rouge et blanche. Mais tu n'es pas obligé d'avoir juste une seule maison. Tu peux avoir plusieurs maisons. Et vous voyez, en fait, là, c'est un lotissement. Et finalement, c'est la même maison, mais il y a quand même par exemple, l'autre là-bas, elle est jaune. Et il y en a un où il y a des arbres, par exemple. Donc, une classe, finalement, c'est quoi? C'est une variable donc, dans laquelle on va attacher un objet, à laquelle il va y avoir des données et de la fonctionnalité. Je dis dans une variable, donc ce n'est pas obligé que ce soit dans une variable, mais concrètement, c'est ça. Et on va aussi avoir ce qu'on appelle quelque chose de l'instanciation, c'est la création d'objets. En fait, ce slide, il aurait dû être plus loin, mais ouais, c'est pas grave. Donc, j'ai montré les maisons, là. C'est un plan. On va construire un objet.
Donc là, maintenant, les constructeurs, le moment où on veut instancier notre classe, on veut créer, tu vois, notre new object. On crée un nouveau string. C'est la création. On va créer notre maison. C'est un constructeur. Voilà. C'est vraiment le terme, ça s'appelle constructeur. Je vais vous montrer après comment ça s'utilise. Après, on a des propriétés. Donc, peut-être que ça vous parle déjà, mais les propriétés, ça permet de donner une description, donner une contextualisation à notre objet. Donc, à cette variable, en fait, on va pouvoir lui donner des data. First name, last name, voilà, des data. Donc là, par exemple, pour la maison, on va dire, bah voilà, il y a une hauteur, il y a une couleur, des nombres d'habitants, est-ce qu'il y a un jardin arboré? Donc hauteur, ça va être un int, par exemple. Couleur, ça peut être un string ou peut-être autre chose, peut-être qu'on va voir quelque chose. Nombre d'habitants, c'est un int. Jardin arboré, c'est peut-être un booléen, tu vois, true, false, genre de truc. Voilà. Et donc les propriétés ici, c'est tout simple. Couleur, vous voyez, il y a un type couleur, je vais y revenir. Et là, int pour le nombre d'habitants. Effectuer une action. Ah mince, donc, les slides auraient dû être inversés. Ok, voilà. Oh. Ah, c'est chiant ça. Ouais, bon. Effectuer une action, donc par exemple, on va voir ouvrir une fenêtre. Bon, il y en a d'autres là qu'on ne voit pas. On ne voit pas, super. Est-ce que je peux le déplacer? Bon, bref. Et après, cette méthode, elle va être comme ça. Donc, ouvrir une fenêtre, ouvrir la porte. Ah oui, sonnette, j'ai marqué là derrière. Ou get nombre d'habitants. Et donc, en fait, une méthode, ça va être défini par un retour de type. S'il n'y en a pas, c'est void, c'est-à-dire qu'il ne retourne rien. C'est comme une fonction. Hein. Finalement, une méthode, c'est une fonction. Et on est obligé, par contre, on est obligé d'utiliser le mot return. Si tu ne le mets pas, ça ne marche pas. Et donc, si tu ne mets pas le return, là, tu ne verras rien. Et donc ça, c'était un des problèmes que tu avais avec les fonctions, c'est que tu pouvais, par exemple, faire ça, peut-être pas avec le 10, mais en fait, tu pouvais avoir dans ta console, tu pouvais voir des trucs. Et des fois, tu te disais, mais attends, ça vient d'où? Et en fait, tu devais mettre des breakpoints et trouver et tout. Tandis que là, s'il y a un return, tu sais qu'il te retourne un truc. S'il n'y a pas de return, il ne te retourne rien. Donc, encore une autre règle un peu pratique. Après, on a les enum. Les enum, c'est finalement une espèce de validate set de luxe, on va dire. Qui c'est qui connaît le validate set? Ouais, voilà, tout le monde l'a utilisé. Vous voyez là, exemple tout simple, new maison, couleur bleu, blanc, rouge. Tu peux choisir juste le bleu, le blanc, le rouge. Le problème avec ça, qui c'est qui voit un problème avec ça? Voilà, c'est ça, ça. Il faut rajouter à chaque fois. Et donc, c'est pas grave si tu l'as juste dans une fonction. C'est facile, c'est là. Par contre, si tu l'utilises, si la couleur c'est important pour toi de l'avoir à différents endroits, et si c'est quelque chose qui peut évoluer d'une manière ou d'une autre, tu aimerais le changer à un endroit et le réutiliser dans plusieurs instances différentes. Et donc, justement, un enum, il va te permettre de faire ça. Bleu, blanc, rouge, là. Et tu l'appelles comme ça avec le double point. Bleu, blanc, rouge. Ou alors avec un index, 0, 1, 2, voilà, bleu, blanc, rouge. Voilà, c'est juste pour que vous sachiez que ça existe. Moi, perso, je n'utilise jamais l'index. Et après, l'avantage, c'est qu'on a un type. Donc, on a vraiment un type. Et donc là, on a couleur. Et en fait, en gros, tu peux lui donner genre juste un string bleu. Et en fait, s'il n'est pas dans la liste de tes enums, il va fail. Tu vois, et l'avantage, c'est que si demain ton chef dit mais attends, maintenant on fait des maisons aussi roses, bah, tu vas juste le changer là-haut et ça va être tout de suite bénéfique pour toutes les fonctions, pour tous les autres endroits où tu l'utilises. Et ce concept, c'est identique pour tes classes en fait finalement. Hein. Donc voilà, donc maintenant on combine tout. On a vu, vous vous rappelez, on a vu quoi? C'était quoi les trois Ouais, non, alors c'est pas ceux-là. Non, bon, alors je vais les redire. On a vu les constructeurs, on a vu les propriétés et les méthodes. Et donc ils sont là. Donc là, on a la classe maison. J'ai l'enum aussi là-haut. Hein. On a notre classe maison. Donc là, ici, on a les propriétés. Vous voyez, c'est juste une variable qu'on type. Après ici, on a les constructeurs.
c'est finalement qu'on va faire un new object de notre truc. C'est ça qui va être appelé. Et je reviendrai sur le 10, parce que ça, moi, c'est ça qui m'a... Ici, on a les méthodes. Donc, les méthodes, ça va être la fonctionnalité. Donc, on a les data, la création et la fonctionnalité. Et tout ça, ça va être attaché à la même variable. Tu vois. Donc, par exemple, là, ici, là, comment on instancie ce truc? Donc, soit avec new object maison, hein, et donc, en fait, ici, il n'y a pas de paramètres, ou alors comme ça. Donc, moi, perso, je préfère faire comme ça. Parce qu'au début, on n'avait que comme ça pour le faire, en fait. Et donc, moi, j'ai eu mes réflexes de le faire comme ça. Et donc, ici, on pourrait potentiellement avoir un paramètre, mais qu'on ne l'a pas. Donc, en fait, ici, on a juste ma maison. Et on voit là qu'on a couleur blanc. Voilà, parce qu'on lui a mis une couleur par défaut et il n'y a pas d'habitant dedans. Ouais, et donc, mais vous allez me dire, mais attends, c'est quoi 10 là? 10, c'est ce que ça veut dire? Et donc ça, moi, perso, j'ai vraiment eu du mal avec ça. Encore un exemple, on va voir 2 maisons. On va créer une maison bleue, une maison rouge. Et on va faire un get couleur sur la maison de Leonardo et un get couleur sur la maison de Michelangelo. Et en fait, vous voyez, le 10, à chaque fois je crois que j'ai un câble, on va faire le 10, ça veut dire finalement, c'est de cette instance. Donc, tu vois, l'objet a été créé dans cette variable, et le 10, ça va être dans cette variable. Cherche-moi les données, tu vois, qui sont en rapport avec cette variable, et pas celle-là. Donc, c'est pour référencer l'instance courante. Ouais, mais alors dollar underscore, ouais, oui, dollar underscore, c'est l'instant, enfin c'est l'élément courant qu'il y a maintenant dans le pipeline, tu vois. Et oui, enfin, c'est un peu aussi, on va dire, ça travaille dans le même endroit du cerveau, ça fait mal au même endroit, on va dire. Mais ouais, et donc finalement, alors moi, le moyen mémotechnique qui m'a aidé à m'en rappeler, c'est-à-dire que c'est cette variable. Tu vois, this variable. Moi, je disais à chaque fois, tu vois. Alors, c'est pas... Mais le bis, il est utilisé dans la création de la classe. Non, il est utilisé partout dans la classe. C'est pour référencer... Non, mais j'entends, il est au sein de la description de la classe. Il est au sein de la classe. C'est quand toi... La classe n'est pas l'objet. Bah, au final, l'objet, c'est l'instant... En fait, tu n'écris pas une classe pour avoir une classe. Tu écris une classe pour avoir un objet. Un objet, bien sûr, mais le dis, c'est utilisé qu'à l'intérieur de la classe, dans la description de la classe. Oui. En fait, c'est ça, c'est que... Tu vois, ici, tu as des propriétés et tu as de la fonctionnalité. Et quand tu veux faire des choses sur les propriétés ou avec la fonctionnalité ici, par exemple, tu veux calculer le nombre d'habitants au carré, je sais pas, tu vois, et ben en fait, tu vas référencer ici 10 habitants, tu vois, et c'est vraiment, c'est pour rester dans ce contexte-là. Et donc, c'est ça, c'est que de la ligne 30 jusqu'à la ligne 7 ici, tu es vraiment dans ta bulle. Tu vois, il n'y a personne d'autre qui peut rentrer dedans, et tu peux te référencer toi-même dans cette classe avec le 10. Ouais, donc les overloads, ici, c'est ce que je disais avant, on a les constructeurs. Donc là, c'est pas... Ouais. On a un constructeur, on crée une instance. Mais par exemple, on a la couleur. Là, on sait que dès qu'on veut instancier une maison, on sait de toute façon qu'il faut une couleur. Donc au début, on avait une couleur de base. Mais peut-être que par défaut, on veut vendre une maison, on veut donner le choix de la couleur. Et donc là, on va pouvoir créer une autre constructeur ici, et on va pouvoir lui dire, bah écoute, tu me donnes une couleur, tu vois, et on lui donne le type couleur. Et alors qu'est-ce qu'on fait? On prend la valeur de couleur et on la met où? Dans 10 couleurs, tu vois, et en fait, il va la mettre là. Et donc au final, un new object bleu, tu vois, et ben on va tout de suite avoir bleu, tout de suite de base.
au lieu d'avoir la couleur de défaut blanc. Bon, ici, ce qu'il faut juste comprendre, c'est qu'il y a des overloads, c'est-à-dire que tu peux avoir un constructeur, ça marche aussi pour les méthodes, et après tu peux avoir le même nom du constructeur ou le même nom de la méthode avec ici à l'intérieur une signature différente. Ce qu'il y a ici entre les parenthèses là, ça s'appelle une signature. Et donc en fait, grâce à ça, on va pouvoir identifier des méthodes différentes, enfin des overloads en fait finalement, grâce à leur type. Donc voilà, nous, maison rouge, avec l'autre méthode de créer un objet. Donc maintenant, encore un autre concept, c'est l'héritage. Donc on a vu propriété, constructeur, méthode, overload. Et donc ça, c'est pour une classe. Et donc en fait, ce qui est intéressant, c'est d'expandre là-dessus. Donc en fait, il y a un concept très intéressant qui s'appelle l'héritage. C'est très simple finalement, hein. On va avoir un véhicule, c'est ce qu'il disait aussi dans son talk. Ah, mais vous n'étiez pas là. Il faut faire les trucs les plus génériques possibles. Et donc là, on a un véhicule, tout peut être un véhicule. Après, on va avoir un véhicule avec des roues. Et après, par exemple, là, une voiture. Et donc, même une voiture, c'est déjà spécifique, mais ça peut encore être plus spécifique. On peut avoir une Clio, enfin, les voitures Renault, et après la Clio, la Twingo, les machins, tu vois, ou avec des options. Donc, en fait, il y a cette notion d'héritage et cette notion de parenté. Ah, putain, vas-y. Bon, bref. Donc là, je voulais faire un exemple avec maison alsacienne et tout, sauf que tout s'est affiché. Je sais pas pourquoi, mais bon. Bref, ici, on a une maison de base, et en fait, on peut avoir une maison en Suisse qui va être comme ça, devant le Matterhorn, là, super, maison en bois, ou alors une maison alsacienne qui va être totalement différente de la maison suisse, ou même du lotissement là-haut, de la maison de base, mais c'est toujours une maison. Il va y avoir les mêmes ils vont partager des mêmes propriétés, tu vois. Ils vont avoir quand même, par exemple, des fenêtres, des habitants, ils vont avoir une sonnette, ils vont partager les mêmes trucs, mais au final, ils vont quand même être différents. Donc, par exemple, là, j'ai pris l'exemple des colombages. On va dire que la maison alsacienne, elle a des colombages, tu vois. True, colombage. Celle-là n'aura pas. La maison suisse, elle n'aura même pas les colombages. Et donc là, ici, ce que je voulais montrer, c'est que ici, vous voyez, dans la classe de base, là, j'ai 7 couleurs. Vous voyez, c'est la classe qui est toute en haut, là, maison. Et en fait, quand on voit là, on hérite tout ce que la classe parente possède. Ça va apparaître dans la classe en dessous. Donc, on va pouvoir réutiliser de la fonctionnalité qu'on a écrite dans la classe maison. Donc, que ce soit les propriétés, les fonctions. Et donc là, on voit par exemple que le set couleurs que j'avais écrit dans maison, il est disponible aussi dans maison suisse. Et donc, on va pouvoir l'utiliser. Donc, je voulais juste montrer avec l'IntelliSense qu'il me propose ça. Il le sait automatiquement. Et donc là, l'override, on va partir du principe qu'on a dans la maison de base, on a une sonate, ça fait brrr. Tout simple. Dans la maison suisse, hein, ça va être une maison avec une sonnette, et ça va être les gros trucs de vache là, je ne sais pas comment on écrit le bruit d'une cloche. J'ai essayé clinkelang, clinkelang. Hein, voilà. Et puis une maison alsacienne. Ouais. Et donc pour utiliser cette méthode alors dans le truc, on va créer maison suisse new. Donc là, on instancie, tu vois, on utilise le constructeur de base, parameterless constructeur, ça s'appelle, et après là, on appelle notre méthode sonSonnet. Et alors, il retourne
Klingelong, klingelong. Et donc dans la maison alsacienne, on va dire ding dong par exemple. Et on va pouvoir appeler de la même manière sonne sonnette, sauf qu'on va avoir un résultat différent. Et alors c'est un peu dommage que je l'ai pas mentionné, mais en fait si tu mets rien, en fait sonne sonnette, il va avoir quelle valeur? Par exemple, si maintenant on crée une maison, je sais pas moi, une maison de Singapour, ça serait quoi la sonnette? Et on change rien. Quelle sonnette il aura? Ça va faire que voilà, brr, voilà. Tu vois, tu récupères les valeurs de là-haut. Donc tu peux mettre en place des valeurs par défaut, on va dire, une fonctionnalité de base. Et si tu veux pas le changer, tu le changes pas. Mais si tu veux que ça soit changé, tu peux le changer. Et une méthode en fait pour forcer les gens qui potentiellement créeraient leur propre maison, alors une maison bretonne là, ça serait là on a une valeur de base, mais tu pourrais ici envoyer un throw. Throw, c'est-à-dire tu lances une erreur. Et donc en gros, si tu lances une erreur ici, quand il arrivera en bas pour utiliser la méthode dans maison bretonne, mais qu'il n'a pas écrit sa propre implémentation de la méthode sonne-sonnette, il va aller en haut et il va chercher celle-là. Et en fait, si ici tu jettes une erreur, il va te... Et en fait, comme ça, tu pourras forcer les gens d'écrire leur propre version de la méthode. Et en fait, ici, ce qui est important à retenir, c'est que sur la méthode, tu as toujours un retour de valeur. Tu peux, en PowerShell, c'est un peu spécifique à PowerShell, ici tu peux mettre rien, mais quand il n'y a rien, c'est-à-dire qu'il y a void. Et void, c'est aussi, finalement, c'est un type, mais c'est rien. Donc mais ça veut dire qu'il retourne rien. C'est-à-dire que tu verras rien dans ta console et tu auras par exemple rien dans une variable. Mais il peut quand même être exécuté. Donc finalement, maintenant, les classes dans les modules, ce qui est très chiant en fait avec les classes dans un module PowerShell, c'est le using module. Ça, c'est la manière qu'il faut utiliser pour pouvoir loader les classes dans le module. Mais le problème déjà, c'est que tu peux pas le mettre n'importe où, contrairement à import module. Import module, tu peux le mettre ligne 428 si tu veux, tu peux importer un module. Là, vraiment, il faut que ce soit le premier truc. Et ici, là, on voit que si tu ne mets pas la première ligne, il te dit je ne peux pas le charger, il faut que ce soit tout en haut. Problème aussi, c'est que si tu utilises un import module, ta classe que tu as peut-être créée dans ton module ne sera pas disponible. Tu vois, c'est chiant. Alors, effectivement, ça ne sert à rien les classes, quoi. En fait, il y a moyen d'utiliser un pattern, en fait, que moi, personnellement, j'appelle le hybrid pattern. Alors, je lui donner ce nom-là pour qu'on puisse le référencer. Mais en gros, c'est assez simple. Ce qu'il faut faire, c'est que les instantiations de tes classes, tu vas créer dès que tu vas faire un new sur une classe, tu vas créer un new fonction, donc new computer. Et là, fonction get computer data. Bon, je vais peut-être pas référencer ça maintenant. Et donc là, finalement, le new, il va faire, la fonction new computer va instancier ta classe ici. Et en fait, quand tu fais ça, si tu fais import module, de cette manière-là, il va exporter la fonction, elle va être présente dans ton script qui utilise le import module de ce module-là. Et après, tu peux utiliser le new computer pour créer une instance de ta classe computer. Tout simple. Et juste ce chemin-là va te permettre d'accéder à tes classes par import module et plus besoin d'utiliser le using module et tu n'as plus aucun problème. Et c'est ça, et je pense vraiment le truc complexe, c'était les using modules que tu ne pouvais pas le mettre n'importe où et ça cassait tout le truc. Et en plus, c'était difficile entre les différents modules si tu chargeais les modules entre les trucs. Donc ici, on a un exemple, là, un exemple computer type, donc un enum server client. Donc là, j'ai une classe computer avec les propriétés computer type.
Et puis là, j'ai 3 fonctions dans ce module qui font des trucs basés sur la classe computer, tu vois. Et ici, les new computer, je dis juste new. En fait, techniquement, je devrais même mettre return là, mais c'est la flexibilité qu'on a avec PowerShell dans les fonctions. Tu n'es pas obligé de le faire. Il va te retourner l'instance de cet objet. Alors moi, personnellement, j'aurais tendance à le mettre là. Alors, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas mis, mais je trouve que c'est plus lisible. Au moins, tu es plus explicite sur ton intention. Tu sais que ça va te retourner un computer quand tu as un return. Ben voilà. Donc là, tu l'exportes, fonction new computer. Et donc, du coup, quand tu vas importer ton module, tu vas pouvoir faire un new computer. Et dès que tu feras new computer, dans ton module, il va appeler ça, et finalement, tu auras une instance de celui-là. Et donc, par après, le computer, le type computer, c'est quelque chose que tu vas pouvoir utiliser dans ta fonction. On va pouvoir dire, ben moi, pour faire des calculs, j'ai besoin d'une variable qui s'appelle computer, de type computer. Et donc, si après il se casse, enfin, s'il manque quelque chose ou s'il n'a pas réussi à créer l'instance, ça ira pas plus loin. Comme le problème qu'on a vu tout au début. Donc, au final, les classes, ils apportent, à mon sens, de la prédictibilité parce qu'on sait les retours qu'il va y avoir des fonctions, on sait quand on va créer une instance si ça va marcher ou pas. Si tu lui donnes un mauvais type, il va dire non. Il ne te créera même pas l'instance et tu ne vas pas pouvoir aller plus loin dans ton code. Et puis aussi, justement, la confiance. Tu vas pouvoir faire confiance à tes instances, quoi. Enfin, à tes instances, tes objets. Mais aussi, pas que, il y a des outils qui viennent avec. Et ça ne fait pas partie du langage, mais en fait, comme il y a eu toutes ces nouvelles règles, ben en fait, tu peux construire de l'automatisation autour de ces règles parce qu'on s'est mis d'accord sur un schéma. Et donc, il y a pas mal d'outils. Donc, moi j'ai créé un framework qui s'appelle PS Class Utils. Et je vais vous montrer tout de suite ce qu'on peut faire avec. Donc, il y a l'outil de base aussi pour l'objet orienté objet, c'est l'UML. Quelqu'un connaît l'UML déjà ou pas? L'UML, c'est ouais, alors ça peut être très complexe, mais c'est quand même pas mal parce que tu peux avoir on va montrer ici, tu vas pouvoir avoir une manière visuelle de parler de ta construction du code, chose que tu as vraiment difficilement avec les fonctions. Donc ici, vous voyez, on a la maison de base, et puis on a la maison suisse et la maison alsacienne. Et on voit ici que, grâce à ces flèches, on voit que maison suisse hérite de maison, maison alsacienne hérite de maison, et on voit que, donc là, on a les propriétés, ici, vous voyez les constructeurs, et là, on a les méthodes. Et donc, celles-là vont être présentes ici, celles-là vont être présentes ici, et c'est visuel. Donc, en fait, si tu as besoin d'en parler en équipe, tu as besoin de faire des diagrammes et tout, tu peux le faire de cette manière-là. Ça devient simple de communiquer sur du code. Avant, tu as déjà essayé dans une réunion de parler d'un concept de code ou d'essayer de débugger juste quand c'est des fonctions. Enfin, tu vas dessiner des flèches, des machins. Ah, okay. Donc, il y a PS Class Utils vient justement avec plusieurs fonctions. Un WriteCU Class Diagram. Tu lui donnes le nom d'un fichier où tu as tes classes et il te génère ça. Ça, c'est sympa. Tu n'as rien fait. Tu as écrit des classes et tu vas avoir. Donc, ça, c'est assez sympa pour la documentation, pour le prochain développeur ou pour toi dans 6 mois. Et puis, ça ne vient pas juste avec ça, mais ça vient aussi avec la possibilité de générer tes tests PESTER automatiquement. Donc, par exemple, WriteCU PESTER Test, moi, un path, tu lui donnes le nom de ton PS1. Et alors là, il t'a généré tous les tests. Vraiment, tu as un code coverage de 100%. Par contre, c'est un peu des tests... il faut les regarder et il faut les modifier parce que il ne teste pas réellement tout, parce qu'en même temps, il va falloir que tu moques des choses et tout. Mais par contre, il va te créer la structure. Et donc, si tu fais du haut vers le bas, tu oublieras rien.
Voilà. Et donc, l'autre avantage aussi, avec l'UML, c'est qu'il y a aussi un partage de savoir. C'est que l'OOP, ça existe depuis longtemps. Et en fait, ils l'utilisaient déjà dans les années 70. Et en fait, il y a des mecs, on les appelle le Gang of Four, dans les années, je ne sais pas si c'est 80 ou 90, ils ont écrit un gros livre, vraiment un pavé comme ça, où ils ont eu plein de problèmes. Et en fait, ils vont vraiment, à chaque problème, sa solution. Et donc, dans ce livre, vous voyez, ils expliquent, bah voilà, ce qu'il faut que tu fasses, tu crées une classe comme ça, qui va devoir avoir une instance d'un produit. Ce produit, tu peux l'appeler comme ça. Voilà. Et en fait, ils viennent avec des solutions à des problèmes déjà existants. Et donc, ceux-là, après, du coup, bah, comme les classes maintenant ont été introduites dans PowerShell, eh ben, on va voir finalement les mêmes problèmes qu'eux, ils avaient, mais ils ont déjà résolu ces problèmes avec des patterns. Et il y en a 23 dans ce livre. Et après, après, les langages sont modernisés, donc il y a plein de nouveaux patterns. Mais il y en a 23, j'ai mis là. Mais l'objectif, c'est pas que vous sachiez exactement lesquels qu'il y a. Il faut savoir qu'ils existent. Et en plus, il y a des différents types de patterns. Il y a des patterns créationnels, des patterns structurels et des patterns de comportement. Et donc, chaque pattern va solutionner un problème précis. Et c'est ce qu'il disait un peu Raymond avant, c'est que avant on avait un problème avec des classes et maintenant on a introduit l'OOP et maintenant on a des problèmes avec les patterns. Parce qu'en fait, ça peut aussi devenir vraiment des gros spaghettis. Finalement, là, ça c'est donc PSHTML, c'est un autre framework que moi j'écris, 100% avec des classes, mais ici, je crois, on a la visibilité sur, je crois, 3000 lignes de code. Tu vois, dans une image. Donc, c'est intéressant. Donc là, tu vois, tu peux zoomer, tu peux voir des trucs et tu peux voir des opportunités de refactorer. Tu vois, ici, on voit, moi, je reconnais clairement, ici, ça c'est une factory. Tu vois, une factory, c'est un truc qui va pouvoir te permettre de créer des instances d'un certain type en fonction des inputs que tu vas avoir. Tu vois. En principe, tu le ferais avec des validated sets, machin, mais là, avec les classes, tu as des nouvelles opportunités. Ouais. Et donc, finalement, Start Demo, c'était la fin, finalement. Ouais. Donc, ouais. Ouais, voilà. Donc, voilà, c'est parfait. Donc, on arrive à la fin. J'ai fait un autre talk, en fait. J'ai fait 2 talks qui sont disponibles sur YouTube en rapport avec ça, qui était la PSConf, qui peuvent complémenter ce talk. Ils sont les deux en anglais, donc je ne sais pas si c'est un problème. Il y en a un qui est assez long, qui est 1h40, mais je prends une fonction et je dis, écoute, on la convertit en classe. Et donc, je pense que ça, c'est un exercice intéressant. Et l'autre, c'était un talk à la PSConf, où je vais parler d'autres trucs. Ouais. Voilà. Ah, pardon, excuse-moi. Je croyais que tu voulais dire, écoute, dépêche-toi. Ouais. Tout à l'heure, tu disais, ta méthode hybride, Ouais. d'avoir des classes et derrière d'avoir le new-object. Alors, je fais la même chose. Je voudrais juste rajouter qu'il y a une autre façon de faire pour mettre ça disponible, c'est de créer des type accelerators directement des objets qu'on a dans le module. Alors, je ne vous explique pas tout le truc, mais on mettra le lien parce que Microsoft, ils ont documenté ça assez récemment. Et vous faites un petit copier-coller sur votre module et c'est super pratique. Et en fait, vous allez importer toutes les classes que vous avez dans votre module sans avoir besoin de faire un import. Enfin, dès que vous faites un import module, ça va les mettre accessibles en dehors de votre module sans faire le using. Ouais. Et ça, c'est juste en créant des type accélérateurs. Donc, c'est vraiment. Ouais, voilà, c'est ça. C'est que, ok, donc il y a un autre. Bah, finalement, je résous le pattern ici, l'hybride, c'était pour avoir ce problème de quand tu utilises import module, finalement, tu n'as pas accès à tes classes. Alors, tu peux avoir accès à tes classes si tu drop tes classes dans le PSMA. Non, Non, justement pas. Il faut faire le using. Si tu le mets dans le PSMA, ça passe. Non. Donc, si tu fais un héritage d'une exception. Non, mais à l'intérieur de ton PSMA, tu y auras accès. Mais en dehors de ton PSMA, si tu ne fais pas un using module, non, ouais. Ouais, c'est ça. Si tu fais un import module direct de ton. Le PSMA, c'est le seul script qui est invoqué lors du chargement du module. Ouais. Donc, si la classe est déclarée lors de l'import module. Ouais, mais. Non, ce sera dans le module scope.
Ouais, voilà. Non, ouais, ouais, mais non, mais ça fonctionne peut-être si tu fais si tu fais un using module, oui, mais tu vas pas pouvoir faire, tu sais, Eckige Klammer. Pourquoi j'ai le mot en allemand? Mais tu vas pas faire les brackets, ça. Computer new. Si tu fais pas le using, tu n'auras pas accès à ce truc. Travaux pratiques, Ouais, voilà. un peu ce qu'on va griller parce que ça Après c'est effectivement assez chiant d'avoir du using partout. Maintenant, ça Non, mais justement, tu peux pas l'avoir partout. C'est ça aussi l'autre problème, c'est ça doit être la première ligne de ton truc. Oui, ça peut se gérer, mais en fait, tu as beaucoup plus de contraintes. Alors que là, avec le hybride pattern, tu peux dire, écoute, l'import module, voilà. Et donc les accélérateurs, moi je connaissais pas, donc je vais regarder et ce sera l'occasion de.